Ma mère ne m'a pas supplié de rentrer à Courchevel pour une réunion de famille. Elle m'a attirée ici pour me faire signer mon arrêt de mort sociale. Je m'appelle Juliette. J'ai 30 ans et je traque les criminels financiers pour gagner ma vie. Pourtant, j'ai été assez stupide pour franchir le seuil de ce chalet. Dehors, le blizzard hurlait, mais le silence dans le salon était bien plus mortel. J'ai secoué la neige de mon manteau, une bouteille de grand cru à la main, espérant une étreinte. Au lieu de cela, mon père, Marc, a verrouillé la porte d'entrée derrière moi et a empoché la clé. Ma mère, Éléonore, ne m'a pas dit bonjour. Elle a simplement fait glisser un épais dossier juridique sur la table en acajou. « Signe ça », a-t-elle dit, la voix tremblante d'une fausse inquiétude. C'est une mise sous tutelle volontaire. Admets que tu es mentalement instable. Donne-nous le contrôle de tes actifs. Et nous empêcherons les usuriers de tuer ton frère. Mon frère Cédric était assis dans un coin, se curant les ongles avec un couteau de chasse. Un sourire aux lèvres. Il pensait avoir piégé une fille sans défense. Ils avaient oublié qu'ils s'enfermaient avec une auditrice forensique qui avait déjà racheté leurs dettes. Avez-vous déjà réalisé que votre famille n'était pas votre filet de sécurité, mais votre prédateur? Dites-le-moi en commentaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé les 3 pages censées mettre fin à ma liberté. Et j'ai senti une bulle de rire monter dans ma gorge. C'était un son froid et tranchant qui a ricoché sur les hauts plafonds du salon. Ma mère, Éléonore, a tressailli comme si je l'avais giflée. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à la fille terrifiée qui se cachait dans sa chambre pendant que mon père piquait ses crises de rage. Elle n'était pas préparée à la femme qui avait passé la dernière décennie à démanteler des fraudes d'entreprise à la défense. Je me suis dirigée vers la cheminée où les bûches craquaient contre le froid hivernal. Une mise sous tutelle volontaire. Dis-je, la voix stable, prouvant ironiquement ma stabilité émotionnelle. C'est une belle touche. Maman. J'ai tenu le document au-dessus des flammes. Le papier s'est recroquevillé, a noirci, puis a pris feu. Je l'ai laissé tomber sur les bûches. Et j'ai regardé mon nom brûler. Tu crois que c'est un jeu? Aboya Marc en s'avançant. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Le visage bouffi par le whisky bon marché et le stress de luxe. Tu signes ces papiers ou tu ne sors pas de cette maison. Nous essayons de sauver cette famille. Non, le corrigeai-je. Tu essaies de te sauver des gens à qui Cédric doit de l'argent. Je suis retournée à la table. J'ai ouvert ma mallette étanche et j'en ai sorti une unique chemise bleue cartonnée. Je ne l'ai pas fait glisser sur la table. Je l'ai claqué dessus. Le bruit a claqué comme un coup de feu. Tu as oublié ce que je fais dans la vie. Papa, je ne vérifie pas juste des déclarations d'impôts. Je trace les actifs en détresse. Quand le bookmaker de Cédric a vendu sa dette de uno. 2 millions d'euros à une société écran au Luxembourg la semaine dernière. Mon système a lancé une alerte. Je savais que vous étiez désespéré. Je savais que vous essaieriez d'hypothéquer ce chalet pour payer. Cédric arrêta de se curer les ongles. Son sourire s'effaça. De quoi tu parles? Je parle du fait que la société écran ne voulait pas de la dette, dis-je, en le fixant droit dans les yeux. Alors, ils me l'ont vendu. J'ai ouvert le dossier pour révéler la reconnaissance de dette. Notarié et tamponné. J'ai acheté le titre hier matin. Je possède la dette de Cédric. Et puisque toi, Marc, tu as mis ce chalet en garantie pour ses prêts commerciaux, il y a 3 ans. Je possède l'hypothèque sur cette propriété. Le silence dans la pièce était absolu. Ce n'était pas un silence de paix. C'était le silence d'un prédateur réalisant qu'il vient de mettre le pied dans un piège. Je ne suis pas votre fille en ce moment, dis-je, laissant les mots flotter dans l'air glacial. Je suis votre créancier principal. Et selon mes registres, vous avez manqué 3 échéances consécutives. Depuis ce matin, j'ai exercé mon droit d'exiger le remboursement immédiat. J'ai sorti l'avis de défaut de paiement et je l'ai jeté sur la table en acajou. Il a atterri exactement là où se trouvaient les papiers de la tutelle. Vous êtes sans défaut de paiement. Je saisis ma garantie. Vous avez exactement 60 minutes pour emballer vos effets personnels et quitter les lieux. J'ai regardé ma montre. Si vous n'êtes pas parti avant que la neige ne s'arrête, je vous ferai expulser pour violation de propriété. Le chrono tourne. Ma mère a regardé mon père.
les yeux écarquillés de terreur. « Marc !» chuchota-t-elle. « Fais quelque chose. Elle ne peut pas faire ça. » Mais j'étais déjà assise, les jambes croisées, à les regarder paniquer. Ils voulaient une fille folle? Très bien, j'allais leur montrer exactement à quel point je pouvais être folle quand je tenais le titre de propriété de leur survie. Marc n'a pas crié. Il n'a pas commencé à faire ses valises. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le bar, s'est versé 3 doigts de scotch et a pris une gorgée lente et délibérée. La panique que je m'attendais à voir dans ses yeux avait disparu, remplacée par un amusement froid et scintillant qui fit se dresser les poils sur mes bras. « Tu as toujours été intelligente. »« Juliette, » dit-il, en se tournant vers moi, « mais tu as vécu à Paris trop longtemps. Tu as oublié comment les choses fonctionnent ici. » Dans les Alpes, il sortit son téléphone de sa poche, tapota l'écran quelques fois avant de le faire glisser sur la table vers moi. C'était un PDF du Code des procédures civiles d'exécution, spécifiquement la section sur la trêve hivernale et les droits des locataires. « Tu possèdes la dette. Félicitations, tu es la banque, » dit Marc, sa voix descendant dans un ronronnement dangereux. « Mais nous sommes résidents légaux. Nous avons établi notre domicile ici. Tu sais ce que ça veut dire. Ma puce? Ça veut dire que tu ne peux pas nous jeter dehors en plein blizzard, juste parce que tu en as envie. Nous sommes en France. Il y a la trêve hivernale. Tu dois nous donner un préavis de 6 mois par huissier. Ensuite, il faut une décision de justice. Ensuite, attendre que le préfet autorise l'expulsion. » Il se pencha au-dessus de la table. L'odeur de scotch coûteux et d'eau de Cologne, bon marché, dérivant vers moi. Ça prend du temps. Généralement environ 18 mois à 2 ans dans ce département. Et tu sais ce que je vais faire pendant ces 2 ans? Je restais silencieuse. Ma main posée près de ma mallette. Je vais mettre cette maison à nu. Chuchota-t-il. Je vais arracher le câblage en cuivre. Je vais couler du béton dans la plomberie. Je vais vendre chaque luminaire, chaque appareil électroménager, chaque morceau de boiserie qui n'est pas cloué, le temps que l'huissier frappe enfin à cette porte. Ta garantie sera une coquille vide, valant moins que la terre sur laquelle elle repose. Mon estomac c'est Noah. Il avait raison. La possession était la seule loi qui comptait pour l'instant. Et il l'avait. J'avais le levier financier. Mais il avait le terrain physique. J'avais sous-estimé à quel point mon père aimait brûler les choses s'il ne pouvait pas les contrôler. Alors, voici le nouveau marché, dit Marc en se redressant. Tu vas te rasseoir, tu vas signer ces papiers de tutelle, tu vas me retransférer la gestion de tes actifs. Et si tu fais ça, peut-être que je ne te ruinerai pas. Et si je pars? Demandai-je en me levant. Marc ne répondit pas. Il fit juste un signe de tête à Cédric. Mon frère bougea avec une vitesse inattendue. Il se jeta sur la porte d'entrée. Mais ne l'ouvrit pas. Il enclencha le lourd verrou de sécurité. Puis il empocha la clé et s'appuya contre le bois, croisant les bras. Le couteau était toujours dans sa main, tapotant oisivement contre sa cuisse. « Tout n'est pas space », dit Cédric, son sourire revenant. « Les routes sont fermées. Chaourette, conditions de blizzard. Ce ne serait pas prudent. » Éléonore se leva. Essuyant ses fausses larmes, elle se dirigea vers le téléphone fixe sur le comptoir de la cuisine, sa main planant au-dessus du combiné. « On s'inquiète juste pour toi. »« Juliette, » dit-elle, sa voix dégoulinant de ce poison doux et malade. « Tu sembles si instable. Tu as essayé de courir dans cette tempête. Nous devrons être appelés à l'aide. Nous devrons être leur dire que tu es un danger pour toi-même. » J'ai regardé de la porte verrouillée à la cheminée brûlante. Le piège s'était refermé. Il n'essayait plus seulement de voler mon argent. Il me retenait en otage dans la maison que j'avais payée. Il pensait m'avoir mis échec et mat avec le droit immobilier et la force brute. Mais Marc avait commis une erreur critique. Il supposait que je jouais selon les règles d'un propriétaire. Il avait oublié que je n'étais pas venue ici pour être propriétaire. J'étais venue ici pour être auditrice. Et les auditeurs vérifient toujours les petits caractères. Je restais là, entourée par l'odeur de fumée de bois et de scotch. Et je les ai regardés, vraiment regardés, pendant des années. J'avais vu ma famille à travers le prisme de la culpabilité. Je pensais qu'ils étaient juste mauvais avec l'argent. Je pensais qu'ils étaient juste malchanceux. Mais en fixant Cédric,
gardant la porte comme un maton de prison. Le prisme s'est brisé. Ils n'étaient pas malchanceux. C'étaient des cannibales. J'ai regardé les mains de ma mère. Agrippant le téléphone, ces mêmes mains manucurées avaient imité ma signature pour un prêt commercial de 50 000 € quand j'avais 22 ans. Je l'avais découvert en essayant de louer mon premier appartement et en me faisant rejeter pour fichage bancaire. J'avais passé 3 ans à manger des nouilles instantanées et à faire des doubles quarts pour payer une berline de luxe que je n'avais jamais conduite, pendant qu'il me disait que j'étais égoïste de me plaindre. Il m'avait brisé l'échine financière avant même que j'apprenne à marcher. Mais il ne savait pas que pendant que je remboursais leur fraude, j'apprenais à la détecter. Ils avaient créé une auditrice forensique pour réparer leurs dégâts. Et maintenant, ils étaient surpris que je les audite. Et 2 millions, dis-je doucement. Cédric rit, faisant tourner le couteau sur sa paume. Ouais. Gros chiffre. Hein? Papa a dit que tu pouvais te le permettre. Il a dit que tu te faisais des couilles en or à Paris. Ce n'était pas juste un chiffre. Cet argent était ma vie. C'était la retraite que je n'avais pas épargnée. C'était la maison que je n'avais pas achetée. C'était 10 ans de vacances manquées et d'heures supplémentaires condensées en une dette de jeu pour un frère qui n'avait jamais eu un vrai travail de sa vie. Ils étaient prêts à m'enfermer dans cette maison et à me faire interner juste pour maintenir le flux de trésorerie. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une prise d'otage. Et dans une prise d'otage, on ne négocie pas avec les terroristes. On trouve la faiblesse structurelle du bâtiment. Et on fait s'effondrer le toit. Mes yeux dérivèrent du visage suffisant de Marc vers le mur derrière lui. Il aimait ses trophées. Il y avait des bois de serre montés. Des photos de lui, serrant la main de politiciens locaux, et juste au centre, encadré d'or. Sa fierté et sa joie. La licence commerciale. Marc avait toujours été obsédé par l'optimisation fiscale. Il s'en vantait constamment. Pourquoi payer l'État quand on peut se payer soi-même? Je plissais les yeux vers le document encadré. Asterisk. Altitude Hospitality. SAS asterisk. Les engrenages dans ma tête s'enclenchèrent. L'adrénaline qui faisait trembler mes mains devint soudainement froide et précise. Marc avait raison sur le droit des locataires. Les locataires ont des droits. La trêve hivernale existe. Mais les entreprises sont différentes. Et les employés pris en train de voler l'entreprise n'ont pas de préavis de 6 mois. Ils se font escorter par la sécurité. Marc pensait se protéger avec le droit au logement. Mais il avait été si avide, si désespéré d'économiser 15 000 € par an en taxes d'habitation, qu'il avait par inadvertance construit une trappe juste sous ses propres pieds. Je regardais à nouveau mon père. Il se servait un autre verre, confiant d'avoir gagné, confiant que le blizzard et le verrou lui donnaient un contrôle total. Il ne voyait plus le prédateur dans la pièce. Il voyait juste sa fille. « Tu as raison. Papa, » dis-je, ma voix descendant d'une octave. Dépouillée de toute peur. La loi sur le logement est très spécifique. Je retournai à ma chaise et m'assis. J'ouvris mon ordinateur portable. « Mais tu as oublié une chose, » murmurai-je, en me connectant à la base de données du greffe du tribunal de commerce. L'avidité laisse toujours une trace écrite. Marc fronça les sourcils, le verre s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce que tu fais ? Je vérifie ton statut d'emploi, » dis-je, en appuyant sur Entrée. Marc me regarda taper. Une satisfaction suffisante s'installant sur ses traits. Il pensait que je lui retransférais le titre de propriété. Il pensait m'avoir brutalisé jusqu'à la soumission avec un verrou et un fichier PDF. Il but une gorgée de son scotch, la glace cliquettant contre le verre comme une cloche de victoire. « Fille intelligente, » dit-il, la voix épaisse de condescendance. « Je savais que tu entendrais raison. La famille aide la famille. N'est-ce pas? Mets juste le numéro de confirmation sur la table quand tu auras fini. Je ne suis pas sur mon application bancaire. »« Papa, » dis-je, sans lever les yeux de l'écran. « Je suis sur le portail d'Infogreffe et de l'URSSAF. » Marc se figea. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je voulais revérifier ce statut que tu m'as montré. Code de la construction. Tu as absolument raison. Un résident principal dans un logement résidentiel nécessite une procédure d'expulsion longue. C'est en béton. » Je tournai l'ordinateur portable pour que l'écran lui fasse face. La lueur illumina la pâleur soudaine de sa peau. « Mais ce n'est pas une maison résidentielle. N'est-ce pas ? »
Je pointais le statut juridique en haut de la page. Classification, bail commercial, hébergement touristique d'entreprise. Yemelevai. Contournant la table jusqu'à me tenir juste à côté de lui. Je pouvais sentir la peur irradier de lui maintenant. Plus forte que le whisky. Tu as toujours été si fier de tes astuces fiscales. Marc, tu te vantais d'économiser 15 000 € par an en enregistrant cet endroit comme une entreprise. Tu as dit au fisc que ce n'était pas ta maison. C'était un hôtel. Asterisk. Altitude. Hospitality SAS. Asterisk. C'est le propriétaire légal de ce bâtiment. Cédric s'éloigna de la porte. Le couteau s'abaissant légèrement. Papa. De quoi elle parle? Je parle de votre statut d'emploi. Dis-je en faisant défiler jusqu'à la déclaration de paix, pour réclamer la déduction maximale. Vous ne vous êtes pas listé comme locataire. Vous vous êtes listé comme personnel d'entretien sur site. Employé logé sur place comme condition d'emploi. Logement de fonction. Marc claqua son verre. C'est juste de la paperasse. Ça ne veut rien dire. Devant un tribunal. La paperasse est tout. Claquai-je. Et voici la beauté du Code du travail français. Lorsqu'un employé logé par l'entreprise est licencié pour faute lourde, disons pour vol, détournement de fonds ou comportement hostile, son droit d'occupation cesse immédiatement. Pas dans 6 mois. Pas après la trêve hivernale. Le moment où le contrat de travail est rompu, l'accessoire qu'est le logement tombe. Je plongeai la main dans ma mallette et sortis 3 lettres pré-imprimées. Je les avais préparées pour un scénario différent. Mais elles fonctionnaient parfaitement maintenant. Je les signais avec emphase. Tu as essayé de te cacher derrière le droit des locataires. Mais tu étais trop avide pour en payer le prix. Dis-je, en faisant glisser les papiers sur la table. Tu voulais être une entreprise? Très bien. Je suis l'actionnaire majoritaire de la dette qui possède cette société. Et à partir de ce moment, votre emploi est terminé avec effet immédiat pour faute lourde. Je regardai Marc droit dans les yeux. Tu es viré. Dégage de ma propriété. Le silence qui suivit fut lourd. Suffocante. Le vent hurlait dehors. Mais à l'intérieur, l'air avait été aspiré de la pièce. Marc regarda les papiers, puis la porte verrouillée, puis moi. Son bouclier juridique venait de s'évaporer. Il n'était plus un locataire protégé. Il était un ex-employé mécontent, refusant de quitter une installation corporative. « Tu ne peux pas faire ça », chuchota Éléonore. La voix tremblante. « Chest le blizzard. On va guélar. Alors vous auriez dû y penser avant d'essayer de m'enfermer ici et de voler ma vie. » Dis-je froidement. « Vous avez 10 minutes pour faire un sac. Si vous n'êtes pas sorti, j'appelle la gendarmerie. Et contrairement à vous, j'ai l'acte de propriété, les registres fiscaux et l'avis de licenciement pour prouver que je suis chez moi. » Je pensais avoir gagné. Je pensais que la logique, la loi et l'absurdité pure de leur propre avidité, les piégeant, les forceraient à se rendre. Je pensais qu'ils se coucheraient. Mais j'ai fait l'erreur classique d'une personne rationnelle combattant des gens irrationnels. J'ai supposé qu'ils voulaient survivre. Je n'avais pas réalisé que pour une narcissique comme ma mère, la survie était secondaire au contrôle. Si elle ne pouvait pas me contrôler, elle me détruirait, même si cela signifiait brûler le monde entier avec nous. Marc regarda Éléonore. Il ne dit pas un mot. Il fit juste un signe de tête à peine perceptible, et la pièce passa d'un champ de bataille juridique à un stand de tir. Marc ne se jeta pas à travers la table. Il n'essaya pas de déchirer les lettres de licenciement. Il les regarda simplement. Et pendant une seconde, je vis le calcul derrière ses yeux. Les maths avaient changé. Il ne pouvait pas gagner légalement. Il ne pouvait pas gagner financièrement. Alors, il décida de renverser l'échiquier. Une légère inclinaison de la tête. À peine perceptible. Suffit. Après 40 ans de codépendance toxique, Éléonore comprit parfaitement le signal. Tout détruire. Elle arrêta de pleurer instantanément. La victime tremblante s'évanouit, remplacée par un calme froid et concentré. Elle saisit le téléphone fixe qu'elle gardait, son pouce posé sur le clavier. « Tu crois que tu peux nous virer ?» chuchota-t-elle. Sa voix soudainement plate. « Tu crois que tu peux prendre ma maison ? Je t'ai donné la vie. Je peux la reprendre. » Et il composa. 2 chiffres. « Je restais figée.
réalisant trop tard que les contrats ne signifiaient rien. Non. Maman. Pose le téléphone. Elle ne me regarda pas. Elle regarda à travers moi. Et puis elle hurla. Pas de peur. Une performance. Police. Au secours. Ma fille a une arme. Elle tire. Elle va nous tuer. Elle s'arracha les cheveux. Renversa un vase pour mettre en scène une lutte. Elle est psychotique. Elle n'a pas pris ses médicaments. Envoyez tout le monde. Mon sang s'églache. Je n'ai pas d'arme. Elle raccrocha violemment le téléphone. Les yeux brillants de triomphe. Voyons voir tes niches fiscales maintenant, explique un forcené armé aux gendarmes. C'était une explosion d'extinction. Le moment où un narcissique dépouillé de tout contrôle choisit l'annihilation plutôt que l'invisibilité. Si elle ne pouvait pas me posséder, elle préférait me voir détruite. Des lumières bleues inondèrent la neige dehors. Le temps de réponse de la gendarmerie de Courchevel pour les riches était rapide. Un mégaphone retentit. Gendarmerie nationale. Juliette Sterling. Sortez les mains visibles. Cédric rit. T'es-ce fini? Soit les menottes, soit le sac mortuaire. Les papiers sur la table ne signifiaient rien. La vérité n'arrête pas les balles. Il pensait que c'était échec et mat. Jusqu'à ce que la paranoïa de Marc le trahisse. 6 mois plus tôt, il avait installé un système complet de surveillance intérieure. Il avait oublié une chose. C'est moi qui avais configuré le mot de passe Wi-Fi. Je levai les mains. Puis tapotai ma montre connectée. Central, dis-je calmement. Ici, Juliette Sterling. Contractuel fédéral. Situation de prise d'otage. Je diffuse un flux vidéo sécurisé en direct des caméras intérieures de la maison. Code d'accès Alpha 9, Victor. Marc se figea. Dehors. Le ton changea. Cessez le feu. Nous avons un visuel à l'intérieur. Le suspect n'est pas armé. Les hostiles sont les sujets masculins. La porte explosa vers l'intérieur. Le GIGN, ou l'unité d'intervention locale, prit d'assaut la maison. Non pas vers moi, mais vers eux. Marc et Cédric furent plaqués au sol. Le téléphone d'Éléonore glissa de ses mains. Le chef de l'intervention visionna l'enregistrement. Éléonore hurlant à propos d'armes, alors qu'elle était seule. Mettant en scène la scène avec décontraction. Dénonciation de crimes imaginaires et tentative de mise en danger d'autrui. Dit-il. Mais nos têtes là, alors qu'il la traînait dehors. Elle hurla mon nom. Je leur ai déjà dit la vérité. Dis-je doucement. Tu ne pensais juste pas que quelqu'un regardait. 1 heure plus tard. La maison était silencieuse. J'ai ordonné sa vente. L'argent est allé dans une fiducie irrévocable pour les enfants abandonnés de Cédric. Coupant complètement la lignée toxique. Debout dans le froid. J'ai compris quelque chose de simple et définitif. La famille n'est pas un pacte de suicide.